Je suis ravie de recevoir Marie-Cécile Nave pour 2 livres qui sont pratiquement simultanément publiés en 2023. Et le premier, c'est donc Calmez-vous, Madame. Calmez-vous, Madame. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, évidemment. La rassurance masculine derrière. Et puis l'autre qui a un titre beaucoup plus sérieux et basé sur beaucoup de recherches, les féminismes géopolitiques des féminismes. Parce que chacun, dans chaque pays, a un autre féminisme. Donc Marie-Cécile Nave est directrice de recherche à l'Observatoire genre et géopolitique de l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques. Elle est aussi enseignante depuis Deloitte, et spécialiste des États-Unis et notamment des droites américaines et de l'éducation et du sport. Voilà. Alors, c'est pour animer un peu ce débat, on a choisi ensemble de faire plutôt une interview au lieu d'un exposé genre conférence. Alors, Marie-Cécile Nave, vous avez passé quelques années aux États-Unis. Non, quelques années, vous venez de me dire des périodes successives aux États-Unis, c'est ça? Mm-hmm. Et c'était pendant les années 30, les années MeToo ou dernièrement? Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Je vais régulièrement aux États-Unis, mais mon activité professionnelle est essentiellement en France, parce que mes activités de recherche sont parmi d'autres activités. Donc j'y vais régulièrement, j'y ai passé plusieurs mois quand je faisais ma thèse de doctorat, donc ça remonte maintenant à il y a plus de 15 ans, plus de 20 ans même. Et donc voilà, j'y vais régulièrement, effectivement, et j'irai sans doute l'année prochaine aux élections. Ouais. Ah oui, il y a un enjeu énorme. Trump ou pas Trump. Hein. Entre autres, oui. Entre autres. Oui. Et est-ce que vous avez entendu cette réponse ça va bien se passer, madame, calmez-vous, en Amérique, ou est-ce que c'est universel, quelque chose que vous entendez partout? Alors, c'est une phrase que Gérald Darmanin dit à Pauline de Malherbe sur le plateau de BFM TV, pour ne pas répondre d'ailleurs, plutôt à une question qui le dérange, et elle ne se laisse pas faire, elle lui dit comment, qu'est-ce que vous venez de me dire, etc. Et en fait, c'est une phrase qui sous cette forme-là ou sous d'autres formes plus ou moins semblables, mais qui veulent dire la même chose, c'est une phrase qu'on s'entend souvent dire. Enfin, moi-même, on me l'a dit plusieurs fois, y compris dans le cadre professionnel. Oui, vous le racontez. Voilà. Et c'est un peu un pied de nez pour expliquer que les femmes sont souvent, entre guillemets, ramenées à leur place. C'est-à-dire, ne parlez pas trop fort, ne vous exprimez pas trop dans l'espace public, nous savons mieux que vous, etc. Y compris sur les sujets, sujets dont vous êtes spécialiste. Par exemple, je raconte dans le livre qui est une série de chapitres en partie basés sur des expériences personnelles autour de moi. Je raconte par exemple que je reçois, quand j'ai fait 2 livres sur Donald Trump et sans doute bientôt un 3e, où je reçois un mail d'une connaissance professionnelle qui n'a jamais travaillé sur les États-Unis, a priori qui ne connaît pas plus que de tout un chacun. En tout cas, il ne s'est jamais exprimé nulle part pour... et c'est ça qui m'écrit un mail pour me dire « Oui, c'est pas mal ton livre, mais quand même c'est très convenu, moi je l'aurais pas fait comme ça, on peut en discuter si tu veux. » Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le mansplaining, c'est-à-dire les conseils non sollicités, négatifs, pour dire « Ok, ça fait 20 ans que je travaille sur les États-Unis, je l'aurais pas fait comme toi, c'est très convenu ton livre. » Bon. C'est des anecdotes qui en fait en disent assez long sur
comment dire, la difficulté, pas pour tous les hommes évidemment, bien sûr, hein, pour certains, de partager l'espace, de partager la parole publique, de partager l'influence, l'expertise, etc. Mais aussi l'argent, le pouvoir et toutes ces choses-là. Donc voilà, d'où le titre du livre qui s'appuie aussi sur beaucoup d'observations, un certain nombre de recherches, mais s'il est plus dans l'actualité immédiate et française que l'autre. Oui, et puis surtout, on vous répond à regarder ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, en Afghanistan, en Iran, etc. Oui, voilà. Alors ça, c'est un pour autre... faire diversion. Oui, ça, c'est un autre mot qu'on connaît bien dans la sphère féministe, notamment dans la sphère féministe universitaire, ce qu'on appelle le whataboutism ou whataboutery, qui veut dire what about something else. Ok. Féminicide en France, les inégalités salariales, les violences faites aux femmes, etc. Mais quand même, les Afghanes, c'est quand même un peu plus grave que... Oui, alors, bon, bien sûr, les Afghanes, c'est toujours plus grave, et les Iraniennes, et les meurtres de femmes dans le monde, et la condition des femmes dans énormément de pays du monde sont plus sérieuses, sont plus graves que ce qui peut se passer en démocratie. Néanmoins, les violences faites aux femmes, et les violences faites aux êtres humains en général d'ailleurs, s'inscrivent sur un continuum. Plus on tolère des violences considérées comme anecdotiques ou petites, et plus on va finir par tolérer des choses qui relèvent du délit, voire du crime. Et d'ailleurs, les gens qui nous disent ça, il y a plus grave qu'aux petits problèmes, il y en a très souvent, enfin j'en entends encore très souvent, c'est pas ceux qu'on entend le plus se mobiliser, qu'on voit le plus se mobiliser justement pour la condition des femmes qui vivent d'atroces souffrances dans le monde. Le whataboutism, il y a plus grave qu'aux petits problèmes. Oui, ce qu'il y a, c'est que les féminicides ont augmenté dans le monde entier, y compris en France, et les viols, etc., toutes les violences faites aux femmes. Je ne sais pas si elles ont augmenté, c'est difficile de dire, elles ont augmenté dans le monde en général, ça dépend des situations nationales, ça dépend des contextes politiques, ça dépend des époques, c'est difficile de parler de manière générale. Pour ce qui est de la France, je ne suis pas sûre que ça a augmenté, en revanche on en a beaucoup plus conscience, et c'est décrit comme tel. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont connues, mais bon, autrefois on parlait de crime passionnel, c'était même écrit comme ça, c'était même de la jurisprudence. Aujourd'hui, vraiment le mot féminicide est reconnu comme tel, pas nécessairement par le droit, mais enfin par la presse, on en parle dans la sphère politique. Et c'est intéressant ce mot féminicide parce qu'il ne vient pas de nulle part, c'est pas un mot qui est tombé comme ça un jour, on dit tiens on va parler de féminicide, c'est un mot qui vient de la sphère militante sud-américaine, qui vient d'Argentine, Chili, etc., qui finalement s'est imposé dans un discours en dehors de la stricte sphère militante, ou même de la vie quotidienne, pas nécessairement de la part de femmes qui se considèrent comme militantes, mais qui sont engagées pour dénoncer des situations devenues inacceptables et qu'il faut bien qualifier comme des meurtres, des violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes. Et donc ça me permet de rebondir sur le fait qu'il y a une circulation des concepts et des mots, non seulement de la sphère militante vers la sphère politique ou vers la sphère académique ou la sphère médiatique, mais aussi d'un pays à l'autre. C'est ça qui est intéressant justement dans l'introduction qui a été faite tout à l'heure, parce que oui, depuis MeToo, on voit qu'il y a un peu une accélération de l'histoire des questions féministes, une amplification de la géographie, mais surtout une médiatisation plus grande qui est permise bien sûr par les réseaux sociaux, mais aussi par énormément de travaux qui circulent d'un pays à l'autre, de travaux militants, de travaux académiques, de travaux universitaires, de mots comme ça, de manière de s'engager dans l'espace public, de manière de manifester dans l'espace public, que ce soit le chant, la danse, les slogans, les drapeaux, les manières d'être tout simplement dans la rue ou dans l'espace médiatique. Et donc
c'est ça qui est intéressant pour la recherche, c'est de voir cette circulation des influences d'un pays à l'autre, et pas comme on l'a cru très souvent, nous, occidentales, il y avait un centre occidental du féminisme et puis des ramifications ailleurs qui pouvaient s'inspirer de l'Occident. En fait, pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Il faut vraiment voir qu'il n'y a pas de centre et de périphérie, mais des choses dont on s'inspire, soit pour avoir des actions en faveur des droits des femmes, 5e objectif de développement durable des Nations Unies, soit au contraire pour alimenter une internationale anti-féministe, qui elle aussi est faite de circulation d'un pays à l'autre et d'une sphère militante politique ou même parfois médiatique à l'autre. Donc c'est toutes ces influences-là qui circulent, qui sont intéressantes à observer. Là où je reviens au féminicide, il reste quand même très souvent, la plupart du temps même, impuni. Et le comble, c'est que la victime toujours doit porter la preuve qu'elle a été violée, etc. Et ce n'est pas l'agresseur qui doit porter les preuves. Vous mentionnez dans votre livre le cas de Nicolas Hulot, et puis PPDA, Patrick Poivre d'abord. Plusieurs dizaines de plaintes contre PPDA. Et puis, évidemment, MeToo, Weinstein aux États-Unis. Oui, bien sûr, plus de 90% des viols en France sont impunis, d'abord parce qu'il y a très peu de femmes et d'hommes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont violés par des hommes, et toute l'actualité récente sur l'inceste, vraiment là, c'est encore un énorme tabou qui a du mal à émerger, une sous-estimation de cette réalité de la souffrance des enfants, c'est terrible. Donc très peu portent plainte, et ensuite effectivement devant la justice c'est extrêmement difficile d'apporter la preuve, et en plus la justice française, comme dans d'autres pays, a tellement peu de moyens qu'elle s'efforce, ça c'est très connu par les spécialistes meilleurs que moi, elle s'efforce de requalifier en viol, en agression sexuelle, des crimes qui sont de l'ordre du viol, parce que on passe de la cour d'assises c'est plus considéré comme un crime mais comme un délit présumé, donc c'est des traitements plus rapides, moins lourds, etc. Donc il y a une sous-estimation encore qui n'est pas forcément inscrite dans les textes eux-mêmes, mais dans les pratiques et dans les représentations collectives, et tout ça fait qu'effectivement c'est encore très peu réprimé, très peu puni, bien sûr. Je reviens à l'Amérique et à cette grande question de l'avortement. Comment un pays comme les États-Unis sont-ils arrivés là à remettre en cause l'arrêt constitutionnel de 1973 sur la liberté d'avortement, dans un pays justement où la liberté individuelle est mise au plus haut point? Et oui, alors bon, on ne va pas épuiser le sujet ce soir, moi je suis inépuisable sur ce sujet, mais je vais pas c'est un thème qui va être très probablement au cœur de la campagne présidentielle qui s'annonce, qui est déjà au cœur de la campagne. Toutes les élections qui ont eu lieu depuis l'arrêt Dobbs de la Cour suprême de juin 2022, donc qui met fin au droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis, c'est-à-dire qui laisse aux États fédérés la liberté de l'interdire, et d'ailleurs dans beaucoup d'États il est complètement interdit, y compris en cas de viol, de maladie, de mise en danger de la santé des femmes. Mais même quand il y a des exceptions, c'est pas respecté ces questions de viol, d'inceste et de mise en danger de la santé des femmes. Bon, bref, depuis cet arrêt Dobbs donc, de la Cour suprême de juin 2022, toutes les élections qui ont eu lieu aux États-Unis, soit sur ce sujet-là spécifiquement, donc référendum, ou changer la constitution de l'État fédéré, soit dans le cadre d'élections législatives, donc les élections de mi-mandat il y a 1 an, dans lesquelles cette question était particulièrement portée par les candidats. Dans 100% des cas, les anti-avortements ont perdu. Dans 100% des cas, y compris dans des États conservateurs,
Et donc ça veut dire que dans l'électorat de droite, en particulier chez les femmes, ça ne passe plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une configuration il y a 10 ou 15 ans où c'était beaucoup plus clivant dans la société américaine. Aujourd'hui, les 2/3 de la population américaine est favorable au droit à l'avortement parce que, comme vous l'avez très justement dit, c'est pas seulement considéré comme un droit des femmes à disposer de leur corps, mais comme une liberté individuelle fondamentale. Et d'ailleurs, les démocrates ont très bien compris l'intérêt de ce storytelling-là. C'est une liberté fondamentale qui, je pense, fait écho dans une population, y compris qui vote conservateur, depuis la Covid et depuis le fait qu'on ne veut pas trop que l'État se mêle de la manière dont on gère notre vie, dont on gère notre corps et notre santé. Donc c'est intéressant, mais effectivement, pour répondre à votre question, comment les États-Unis en sont arrivés là, ça vient pas de nulle part. C'est un combat des ultra-religieux évangélistes, catholiques, et aussi d'un patriarcat qui n'est pas que religieux d'ailleurs, depuis les années 70, depuis les années Reagan, et d'une partie de lobbies extrêmement puissants et influents qui n'ont jamais accepté l'héritage de 68 et cette question de la liberté d'avorter, et qui maintenant sont dans une... c'est pas fini pour eux, c'est-à-dire ils essaient de pousser pour que ce soit complètement interdit au niveau fédéral, pour que la contraception soit interdite, pour que le fœtus, voire l'embryon, soit considéré comme une personne humaine. Ça peut aller, c'est pas fini, ce n'est que le début. Que le début. Là, c'est effectivement la remise en question de la contraception. Oui, et puis imaginez, c'est-à-dire si le fœtus, voire l'embryon est considéré comme une personne humaine, ça veut dire qu'une femme qui avorte devient criminelle. Oui, en plus. Devient criminelle. Donc c'est un combat des anti-avortements qui a plus de 40 ans et qui s'est fait petit à petit dans certains États fédérés en poussant la provocation jusqu'à ce que, et puis une Cour suprême qui est maintenant d'extrême droite, majoritairement d'extrême droite, pas que sur ces questions-là d'ailleurs, mais sur d'autres sujets aussi. Grâce à Trump qui a eu la possibilité, à la fois il a eu de la chance et à la fois tout ceci est très savamment orchestré, de pouvoir nommer 3 juges en un seul mandat, ce qui est quand même assez exceptionnel. Obama a pu en nommer qu'un en 2 mandats. Parce qu'il y a eu des décès, parce qu'il y a eu une obstruction du Sénat quand il était président, Obama, etc. C'est très complexe. Il a remodelé Il a remodelé la Cour suprême, mais maintenant Trump, qui est quand même un stratège, faut m'arrêter sur Trump parce que je peux parler de Trump. Trump, il faut quand même le prendre très au sérieux parce que c'est le seul au sein du Parti républicain à dire non, une interdiction globale de l'avortement, c'est pas une bonne idée. Les États fédérés ont leur liberté. N'allons pas sur ce terrain-là parce qu'il a très bien compris que électoralement, c'était quand même un petit peu dangereux, mais enfin quand même ce droit est retiré et ce sont les femmes les plus vulnérables qui en pâtissent le plus évidemment. Enfin, on sait très bien que l'interdiction de l'avortement c'est une hypocrisie totale, parce que les femmes qui ont les moyens avorteront et puis les autres soit n'avorteront pas, soit avorteront à leurs risques et périls. Sans vouloir faire un saut, mais je vous demande quelle est votre critique par rapport aux écoféministes. Il y a un lien, puisque avec l'avortement, les écoféministes sont contre l'avortement en sacralisant la nature. L'extrême droite qui se dit écoféministe, mais pas les écoféministes progressistes pour les droits des femmes. Parce que moi je ne l'avais jamais entendu et là je l'ai lu dans votre livre. J'étais surprise de voir. Il y a dans le livre je dis qu'il y a une instrumentalisation de l'écologie par l'extrême droite, c'est d'ailleurs assez malin en disant glorification de la nature, mais dans un sens contre toute intervention médicale. Pour la santé gynécologique, mais plus globalement, c'est-à-dire aussi pour pas de vaccin, etc. Enfin, c'est une instrumentalisation de l'écologie et du féminisme à des fins rétrogrades. Enfin. Bon, sinon, pourquoi dans le sport, le masculin se pense universel,
Et le féminin reste à la marge, puisque vous êtes spécialiste des sports aussi. Voilà. Là, il y a la Coupe du Monde de foot et puis la Coupe du Monde féminine de foot. Et là, on a tout dit en fait. La Ligue des champions féminine, comme j'entendais à la radio. La Ligue des champions féminine, parce que l'UEFA ne veut pas qu'on dise la Ligue des championnes. La Ligue des champions féminines, c'est ridicule. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans le sport, c'est sans doute un des bastions qui résiste le plus à l'égalité, et même je trouve qu'il régresse sur la médiatisation, sur l'égalité des primes. On a vraiment dans des écarts de salaire et de primes tout à fait incroyables, hein, des centaines de millions versus des dizaines de milliers d'euros pour les primes en Coupe du Monde. Enfin, il y a des résistances énormes, alors que c'est les mêmes engagements physiques, c'est les mêmes implications personnelles, il y a un engouement pour le spectacle du sport féminin, etc. Et puis au départ, et c'est vrai dans le foot, mais c'est vrai dans d'autres types de sports, on a moins investi pour les femmes, et dès l'enfance on investit moins pour les filles que pour les garçons dans le sport. Donc après on peut toujours dire font des moins bonnes performances ou ceci ou cela, mais à partir du moment où on investit moins, forcément on peut. Et c'est évidemment pas vrai, j'arrête là-dessus, sur le soccer américain ou le football aux États-Unis, où l'équipe féminine nationale a tout gagné plusieurs fois. L'équipe nationale masculine ne gagne rien parce que c'est pas un sport pratiqué beaucoup par les hommes. Le football aux États-Unis, c'est plus le basket, tout ce que nous on appelle le football américain. Et pourtant, il a fallu 10 ans de combat pour obtenir les mêmes primes que les hommes, parce que c'était des circuits différents, parce que ceci, parce que cela. Elles gagnaient tout, elles remportaient tout, ce sont des stars mondiales, mais elles gagnaient toujours moins que les hommes qui ne remportaient rien et qui se qualifiaient même pas pour les mondiaux. Donc c'est pas qu'une question de performance et de succès, c'est bien plus que ça. C'est les mêmes ressorts d'inégalité que dans d'autres secteurs. Dans ce livre-là, qui est plein de statistiques, plein de tableaux, et très bien résumé à chaque fois, les points essentiels sont abordés. Là, vous avez un tableau sur la répartition des professions femmes qui restent invisibles, simplement à cause de les codes langagiers. Par exemple, les directrices ne sont pas mentionnées. Dites-vous. Encore que moi j'ai lu, vous êtes directrice, enfin sur Internet j'ai lu ça. Oui, alors ça c'est un point commun qu'on a dans beaucoup de pays du monde. C'est vrai que les professions dites féminines, c'est-à-dire ultra féminisées, sont généralement moins bien rémunérées, voire pas rémunérées, que les professions dites masculines, je dis dans l'ensemble. Et y compris dans notre pays d'ailleurs, où 16% des métiers sont mixtes en France, ça ne change pas. Avec au moins 40% de chaque sexe, on est à 16%, 17%. Ça ne change pas, et la palette des professions où il y a énormément de femmes est beaucoup plus réduite que la palette des professions où il y a énormément d'hommes. Il y a des professions qui sont de plus en plus mixtes, où même les femmes deviennent majoritaires, comme magistrates, médecins, sauf quand on monte dans la hiérarchie après des professeurs de médecine, etc. Mais quand même, globalement, c'est ça. Et c'est intéressant parce que dans beaucoup de pays occidentaux, mais c'est vrai aussi ailleurs, on a aujourd'hui des problèmes de recrutement et des métiers en tension qui peinent à recruter. Et le prisme de la non-mixité femmes-hommes n'est toujours pas pris au sérieux par les dirigeants. Alors, on essaye de... Mais le fait qu'il y ait parfois un très faible taux de mixité, c'est un frein à l'embauche. C'est un frein à l'embauche. À la fois pour les professions ultra féminisées comme le soin à la personne, tous les métiers dits du care. On va avoir d'énormes besoins dans les années qui viennent pour des raisons évidentes. Ce sont des professions qui sont mal rémunérées, qui sont souvent précaires, à temps partiel contraint, etc. Donc ça n'attire pas trop
ça n'attire pas trop les hommes, aussi pour ces raisons, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes. Et à contrario, enfin pas à contrario, mais il y a aussi des professions qui vont avoir du mal à recruter parce qu'elles se féminisent. Et c'est ça, comme juge, etc. Parce que justement le fait qu'elles se féminisent a un côté dévalorisant pour un certain nombre d'hommes. Il y avait un article dans Libération au printemps qui montrait ça, c'est-à-dire qu'il y avait des enquêtes qui étaient faites auprès des populations, des populations en début de carrière ou en milieu de carrière qui disaient finalement j'étais attirée par la profession de magistrat ou de médecin, mais bon, il y a tellement de femmes que c'est moins valorisant. En gros, je résume grossièrement, mais c'est ça. Et c'est un sujet parce que dans tous les domaines autour des industries vertes et des métiers autour des transitions, où on a déjà des énormes besoins de main-d'œuvre. Vous me parliez de l'intelligence artificielle, vous avez eu un colloque là-dessus, une conférence là-dessus. Si on ne prend pas en compte cette question de la montée en mixité, on perd une partie du problème. Enfin, on voit bien dans les universités, on veut recruter beaucoup la loi industrie verte, là, portée par Bruno Le Maire, il faut des ingénieurs, il faut machin, d'accord, et vite, féminisons la formation en ingénieur, mais ça se fait pas comme ça, enfin, c'est pas en 2 mois qu'on va féminiser la profession d'ingénieur, c'est des choses qui se jouent très très en amont, et quand on supprime les maths obligatoires au lycée, oh surprise, il n'y a plus de filles qui veulent faire des cours de maths parce que c'est plus obligatoire, et donc c'est pas considéré comme c'est pas des matières attractives pour elles pour différentes raisons, et donc après on peut pas rattraper en un coup de baguette magique les choses. Bon, je dis les choses de manière un peu en vrac, mais ces questions de non-mixité, c'est un problème à la fois d'éthique, parce que beaucoup de professions sont mal payées parce qu'autrefois c'était du travail gratuit. C'est du travail dans la sphère privée ou dans la sphère religieuse, donc c'est du travail gratuit, ou bien c'est considéré comme relevant de qualités naturelles des femmes. C'est pas technique, c'est qualité naturelle, il y a une appétence naturelle pour s'occuper des autres. C'est bien connu que les hommes, à contrario, n'auraient pas. En revanche, eux, ils ont des compétences très techniques qu'ils peuvent acquérir dans des métiers que l'on considère encore comme étant très plus fatigants ou très difficiles, et ils le sont, mais les femmes aussi ont des professions qui sont parfois très fatigantes. Enfin, être soignante, c'est particulièrement difficile, c'est très fatigant physiquement, psychiquement, etc. Et donc il y a tout un tas de stéréotypes qu'il faut combattre et tout au long de la vie. Enfin bon voilà. Et ça c'est des choses qu'on retrouve dans tous les pays développés, mais aussi ailleurs. Donc c'est à la fois un enjeu d'éthique et un enjeu d'efficacité économique, et les deux ne sont pas incompatibles. Il y a un autre domaine que je viens d'apprendre dans votre livre où les femmes sont invisibilisées, c'est les migrantes. Oui, il y a beaucoup plus de migrantes que l'on croit. Effectivement. Vous donnez des chiffres et oui. C'est étonnant. Alors est-ce qu'il y a une raison de protection derrière ? Non, c'est qu'on est là aussi dans le stéréotype de celui qui migre, c'est celui qui va chercher du travail pour pouvoir nourrir sa famille et ensuite le rejoindra. En réalité, près de la moitié des migrants qui viennent en Europe sont des femmes. Et c'est des parcours évidemment plus difficiles, plus compliqués, sujettes à plus de violence que les hommes, même si aussi les hommes subissent beaucoup de violence sur des parcours de migration qui peuvent durer jusqu'à plusieurs années. Parfois ça prend très très longtemps. On a un petit peu le stéréotype de l'homme qui est actif et qui va chercher de l'argent ailleurs, ailleurs, et puis les femmes attendent qu'on leur demande de rejoindre leur conjoint, leur frère, etc. En fait, c'est assez erroné. Et d'ailleurs, les gens qui migrent vers les pays occidentaux ou du sud de l'Amérique vers l'Amérique du Nord, c'est les gens qui sont plus qualifiés en général, et parce que pour voyager il faut de l'argent, et donc ce ne sont pas des gens qui viennent des classes les plus pauvres. Et parmi eux, il y a beaucoup de femmes. C'est aussi un moyen pour une partie d'entre elles, évidemment ça dépend des pays, ça dépend des situations, on ne peut pas généraliser, qui veulent fuir
des communautés, des familles, des pays où les libertés, très clairement, sont problématiques, ne sont pas acquises pour elles, voire l'inégalité était inscrite dans la loi et donc elles ont envie d'aller ailleurs aussi pour des raisons de liberté humaine. Mais c'est préjugé. En tout cas, j'ai découvert ça. J'en revenais pas. Alors, autre question, que pensez-vous du marketing du féminisme? C'est-à-dire, vous donnez l'exemple d'un t-shirt Dior avec l'inscription We should all be feminists, vendu à 512 €. Et c'est d'après un best-seller d'une féministe qui s'appelle Chimamanda Ngozi. Ngozi Adichie, oui, qui a écrit ce très beau livre Americana, qui est américano-nigériane. Ce très beau livre Americana que je vous recommande, et qui a écrit aussi un petit livre We should all be feminists. Nous sommes tous traduit par Nous sommes tous des féministes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une récupération par le marketing de ce qui est dans l'air du temps. De ce qui est dans l'air du temps. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui les transitions écologiques, etc. Mais le féminisme en particulier, ça c'est un phénomène assez mondial en Occident, parce qu'ailleurs c'est d'autres préoccupations. Mais on le voit aussi si on parle de marketing ou de dimension industrielle de ces questions-là. J'aimerais parler un petit peu, je ne sais pas si vous voulez en parler, j'aimerais parler du film Barbie, mais je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, ça m'y fait penser. Pas prévu, allez-y. J'ai écrit dans l'Obs cet été, l'Obs m'a demandé d'écrire une chronique sur le film Barbie, parce qu'il y a eu plusieurs articles sur ce film. Et la personne de l'Obs, Pascal Richet, me dit bon, alors on a des Marie-Cécile, on a des articles pour dire c'est un film féministe, d'autres qui disent c'est pas un film féministe, c'est ce que vous en pensez, etc. Et en fait, moi ça m'intéresse pas trop de distribuer les brevets de bon ou de mauvais féminisme en général. Et là en particulier, ce qui m'a intéressé, c'est voir la réception dans le monde de ce film. Ça n'avait pas été trop fait. Moi j'étais en vacances, tout ça, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire sur ce film que j'ai vu et qui n'a pas été dit. En fait, quand on regarde la réception dans le monde, c'est très éclairant parce que finalement, il y a vraiment l'article s'appelle Géopolitique de Barbie, il est en accès libre si ça vous intéresse. Ça a été récupéré par certains États ou utilisé par certains États pour se positionner en concurrence vis-à-vis des autres ou pour affirmer une modernité nourrissant un soft power qui repose sur des bases quand même un peu fragiles parce que par exemple le film a été autorisé en Arabie Saoudite parce que ça s'inscrit dans la stratégie de Mohammed Ben Salman d'être respectable aux yeux de l'Occident, d'être plus moderne que le Qatar qui lui interdit le film. Intéressant d'ailleurs. Il a été interdit au Liban parce que le pouvoir libanais ou ce qu'il en reste essaie de se trouver des boucs émissaires pour détourner l'attention des vrais problèmes, etc. Ça a été très bien décrit par le chercheur Karim Emile Bittard d'ailleurs à ce propos sur le Liban. Ça a été pas du tout interdit en Chine. Le film a été autorisé en Chine et c'est un peu surprenant parce que c'est quand même un film très occidental, portant des valeurs entre guillemets occidentales, y compris de consumérisme, etc. Parce que c'est passé en dessous des radars de danger. C'est pas un danger, c'est rigolo, c'est amusant de ça. Et donc ça a eu un succès énorme en Chine. Vraiment, Barbie énorme, parce que ça nourrit toute une rhétorique féministe très forte, très présente sur les réseaux sociaux contre le mariage, contre le fait d'avoir des enfants parce que ça coûte cher et puis après on est obligé de s'arrêter de travailler, etc. Et donc c'est le divertissement, les industries du divertissement sont un vecteur très intéressant de volonté d'émancipation, de s'ouvrir à d'autres types de cultures, etc. Et puis le film a été interdit dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour l'image des femmes, etc. Mais aussi pour l'image, c'était décrit comme un film promouvant l'homosexualité. Moi, je n'ai pas trop vu ça dans le film, mais en revanche, évidemment, sont présentés différents types de masculinité. Le personnage de Ken, par exemple, si vous avez vu le film, ou d'autres
Et donc des masculinités un peu qui ne sont pas dans les normes stéréotypées. Je pense que c'est ça qui a dérangé certains pays comme l'Algérie, par exemple. Donc, et ce film a un énorme succès dans le monde qui est un moyen de véhiculer un certain nombre de valeurs à la fois occidentales, ultra marchandisées. Bien entendu, c'est un film à la gloire de Mattel. Mattel a très bien... Et c'est à la fois un film d'auteur et un film à la gloire de Mattel. Mais en tout cas, la réception dans le monde est plus intéressante que finalement ce que moi je pourrais dire de ce film. Et donc tout ça pour dire, mais j'en termine avec Barbie, qu'il y a à la fois du marketing parce qu'on surfe sur des valeurs quand même qui sont très présente dans une grande partie de la jeunesse, tout en promouvant un marketing qu'on peut discuter sur la poupée Barbie, etc. Il y a à la fois du pinkwashing, c'est-à-dire le fait de faire de l'argent sur des idées progressistes sans forcément les appliquer. Et d'ailleurs, Mattel est assez ironique sur lui-même dans le film. Et à la fois, ce sont différentes féminités, différentes masculinités qui sont données à voir et qui sont, pour le coup, par cette diversité même, relativement subversives dans un certain nombre d'états. Bon, voilà. Je trouvais ce film intéressant pour ça. J'en viens à d'autres exemples de violence contre les femmes qui semblent grotesques et sinon tragiques. Ainsi, le ministre du Travail au Japon a décrété que les femmes devaient porter des hauts talons dans l'entreprise, que c'était absolument approprié. Et en Chine, une championne de tennis a disparu depuis 2 ans parce qu'elle a accusé son entraîneur de viol. Et il faut dire que MeToo est complètement tabou en Chine. Alors, quelles sont vos réactions là ? Alors, il est tabou dans le sens... Enfin, je dirais pas qu'il est tabou, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est perçu par le pouvoir politique comme étant un potentiel levier de subversion, oui. Mais en réalité, le féminisme citoyen, j'ai envie de dire, le féminisme de la société civile est très présent en Chine. Il est très présent sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, et comme je le disais un peu tout à l'heure, et avec des messages codés. Des messages codés, par exemple, le MeToo, ça se prononce de la même manière en chinois que lapin riz, les mots lapin et riz accolés. Donc les féministes ont utilisé le hashtag lapin et riz, qui se prononce pareil, ne s'écrit pas pareil, pour faire passer. Il y a des messages codés comme ça qui existent, mais c'est extrêmement présent de manière un peu sous-jacente. Pas des manifestations dans la rue, bien évidemment, pas du militantisme politique, parce que ça se finirait en prison, mais c'est par d'autres voies. Et le pouvoir politique chinois qui essaie de réaffirmer sans arrêt d'ailleurs des valeurs patriarcales est bien embêté par toutes ces jeunes générations qui ne veulent plus se marier, qui s'en fichent de la fin de la politique de l'enfant unique. Elles veulent aussi profiter d'une certaine forme de liberté qu'elles voient partout ailleurs. Et donc il y a des résistances comme ça qui se mettent en place et qui viennent de la circulation des influences, y compris par le divertissement, y compris par les réseaux sociaux. Donc c'est pas un MeToo au sens où nous on le vit en Occident, avec des manifestations dans l'espace public, c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus codé, mais c'est présent quand même. Ouais. Oui, mais alors au Japon... Ça a dû faire quand même une réaction. Oui, il y a eu énormément de réactions, des hashtags ne portons pas de talons, ou c'était quelque chose comme ça, et des résistances aussi, notamment, c'est assez générationnel et urbain, bon voilà, ça c'est commun à tous les pays du monde, d'une résistance justement au mariage arrangé, c'est plutôt la Chine, les mariages arrangés, au mariage et au fait de faire plus d'un enfant, parce que si vous avez que vous êtes une femme, vous avez des enfants au Japon, c'est très mal vu de retourner travailler, par exemple. Donc
Donc il y a d'autres formes de résistance comme ça qui s'expriment parce qu'effectivement, c'est une société qu'on pourrait croire et qui est à certains égards ultra-moderne, mais qui est très très ancestrale, voire même réactionnaire sur d'autres aspects, sur les rôles sociaux bien définis des femmes et des hommes. Et donc dans les jeunes générations, ce sont des choses qui ne passent plus, qui ne sauront pas s'exprimer dans un militantisme dans la rue par exemple, mais dans la vie quotidienne, dans la manière d'être avec les autres et dans la manière dont on veut gérer sa vie. Mais si c'est un décret, elles ont vraiment suivi ce décret? Ils sont revenus en arrière sur les talons obligatoires. Ah, d'accord. J'aime mieux ça. Alors, que peuvent faire les organismes internationaux comme l'ONU contre les violences contre les femmes? Je veux dire, il y a une journée le 25 novembre, donc demain, internationale pour les droits des femmes. Est-ce que c'est suffisant? Une journée, c'est sûr que c'est pas suffisant, mais les organisations internationales dont l'ONU sont très mobilisées sur ces questions. On rappelle très régulièrement que les violences, c'est effectivement des violences physiques, mais c'est aussi des violences psychologiques, c'est des violences économiques, c'est des violences quotidiennes c'est par exemple la déscolarisation des filles a repris avec la Covid. Et la logique ne s'est pas complètement inversée dans les mois post-Covid. Il y a beaucoup de filles qui ne sont pas retournées à l'école après parce que des habitudes ont été prises, etc. Les Nations Unies elles jouent leur rôle, elles s'appuient beaucoup sur les travaux de recherche, sur la recherche. Mais ce qu'on observe d'une manière générale, c'est qu'il y a de fortes résistances à cette lutte contre les violences. C'est-à-dire que pour beaucoup, ce sont soit des combats qui sont négligeables, soit ce sont des combats qui, comme ils remettent en cause l'ordre établi et l'inégal partage des pouvoirs, n'est pas un combat noble. Et d'ailleurs, dans un grand nombre de pays du monde, c'est vrai, ça a été vrai du Chili en 2019-2020, ça a été vrai de l'Argentine, ça a été vrai du Soudan, ça a été vrai du Irak, Liban, Iran, etc. Les mouvements féministes ont un effet d'entraînement sur le reste de la population pour aller vers plus de liberté. Et Femmes, Vie, Liberté, c'est exactement ça. Au départ, c'est un mouvement féministe, mais qui a entraîné les féministes kurdes d'ailleurs, et qui a entraîné d'autres pans de la population pour réclamer la chute du régime iranien. C'est pas seulement le fait de pouvoir être sans voile, c'est un régime qui bride les libertés humaines. Au Chili, ça a été la même chose. Il y a eu un effet c'était un mouvement au départ pour l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale, l'accès à l'avortement, etc. Et il y a eu un mouvement d'ampleur beaucoup plus important pour exiger l'égalité socio-économique, pour réécrire la Constitution, l'Argentine, etc. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le retour de bâton est extrêmement violent. Que l'extrême droite est là en embuscade et c'est mobiliser d'autres pans de la société qui ne veulent pas ces changements-là, qui non seulement ne veulent pas que davantage de liberté et de démocratie, mais qui ne veulent pas qu'on revienne sur les inégalités entre les femmes et les hommes parce que ça voudrait dire partager les prérogatives, partager le pouvoir, ça voudrait dire aller vers plus de liberté pour tout le monde. Partout dans le monde, on le sait, et c'est vrai en démocratie comme ailleurs, les premières choses que font les mouvements actionnaires, extrême droite ou autres d'ailleurs, quand ils arrivent au pouvoir, c'est restreindre les droits des femmes. En Suède, aujourd'hui, une des premières mesures prises par le nouveau gouvernement suédois, c'est on met un terme à la diplomatie féministe. C'est vrai que c'est une priorité. Tout de suite, on commence à faire ça. Partout les régimes réactionnaires commencent par restreindre les droits des femmes. En Argentine, on va voir ce qui va se passer. Au Chili, on va voir ce qui va se passer. Et inversement, quand on a des dynamiques qui vont vers davantage de droits pour les femmes, mais on voit bien que ça ouvre des droits pour tous.
C'est une dynamique qui sert à tout le monde, parce que ça veut dire davantage de droits humains, disposer de son corps, accès à la santé, accès à l'éducation. Ça ouvre un champ des possibles pour tous. Donc évidemment, c'est pas qu'une question de droits des femmes, c'est une question de droits et de liberté pour tout le monde. C'est pour ça que ça déplaît au régime réactionnaire. C'est très intéressant à observer ça. Vous avez parlé des retours de bâton. Effectivement, en Europe, on l'a vu après, là dernièrement, avec le parti Droit et Justice en Pologne, avec la Hongrie, Viktor Orban, l'extrême droite, Donald Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil. Et comment s'explique dans ce contexte-là la montée du militantisme des femmes en Amérique latine? Alors là, justement, où il y a le plus de féminicides. Les mouvements de femmes en Amérique latine, c'est avant tout ça. Ah bon. C'est MeToo avant MeToo. MeToo, c'est les États-Unis, c'est les semaines qui suivent l'affaire Weinstein, et c'est apostrophe EST. Si vous avez vu un peu comment cette affaire Weinstein est sortie dans la presse américaine, je vous invite à lire le livre qui n'a pas été traduit comme ça dans la version poche, mais qui dans la version originale s'appelle She Said. L'expérience racontée par les 2 journalistes du New York Times qui ont sorti l'affaire Weinstein. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti qui est très bien fait aussi, qui disent c'est possible parce que c'est l'Amérique de Trump. Ça sort parce que c'est l'Amérique de Trump et que c'est la sidération pour une partie des femmes américaines de voir ce président, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, etc. Il faut un contexte en fait. Il y a un contexte où on se dit ah ouais quand même c'est possible et ça sort à ce moment-là. Et MeToo sort à ce moment-là. Mais MeToo n'arrive pas par hasard non plus. C'est parce qu'il y a eu les énormes mouvements en Argentine, c'est parce qu'il y a eu le printemps arabe, c'est parce qu'il y a eu des mouvements de soutien aux femmes qui ont été violées, voire tuées dans les transports publics en Inde en 2012. Bref, c'est tout un tas de choses qui arrivent petit à petit dans certains pays, dans certaines régions du monde et qu'on pense oublier, mais en fait ça revient, ça crée un peu une sorte de petit brouhaha qui gronde dans le monde et hop, il y a MeToo. Et puis il y a des MeToo après MeToo, etc. Et ça a du mal aussi après à se traduire dans les pratiques dominantes et dans les lois d'un certain nombre de pays. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que les féminismes et les antiféministes nous disent de l'état du monde. Pour moi, c'est une grille d'interprétation du monde. Parmi d'autres, évidemment, ça n'épuise pas le sujet. Il y a aussi le climat, la crise économique, etc. Mais tout ça, c'est lié. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état du monde, des rapports de force dans le monde? Et comme vous parliez de l'ONU un peu tout à l'heure, c'est non seulement une question de compréhension du monde, une grille de lecture du monde, mais aussi ça devrait nous éclairer ou éclairer les décideurs sur des manières de mieux agir sur le monde. Par exemple, et ça c'est l'ONU qui dit ça, si on veut combattre le dérèglement climatique, si on oublie que 80% des déplacés climatiques dans le monde sont des femmes, 80%. On manque une grande partie du problème. Oui, 80% des déplacés climatiques dans le monde sont les femmes, des déplacés forcés. Si on oublie que les questions climatiques sont liées à la confiscation de l'accès aux ressources par des mouvements terroristes, et les femmes et les enfants sont parmi les premières victimes, on manque une partie du problème. Si on oublie que les femmes sont les premières victimes des tsunamis et des catastrophes naturelles, on ne peut pas appréhender le problème correctement et le traiter correctement. Pourquoi c'est les premières victimes des dérèglements climatiques? Parce que ce sont souvent les dernières à partir quand il y a une catastrophe climatique. Parce qu'elles vont chercher à sauver les enfants, les personnes âgées, etc. Et aussi parce que dans certains pays, comme elles ne sont pas scolarisées, on ne leur apprend pas les techniques de survie. On ne leur apprend pas à nager, on ne leur apprend pas à grimper aux arbres, qui sont, pour nous occidentaux, on se dit, ah oui, c'est vrai quand même...
bon, c'est pas des choses qui nous viennent à l'esprit, mais dans un certain nombre de pays d'Asie, par exemple, ce sont des choses qui sont profondément genrées. Donc, bon, c'est des exemples, je résume évidemment en disant ça. La Covid aussi a été riche d'enseignements, à la fois sur qui s'est occupé des autres, qui a le plus pâti des conséquences indirectes de la Covid, c'est les femmes, et qui a le plus subi les formes graves de la Covid, c'est les hommes. Pourquoi ? Parce que le rapport à la santé, le rapport à l'hygiène, le rapport au souci de soi, le souci de soi, moins présent. Il y avait un article dans le New York Times, juste au début de la Covid, qui disait que les maladies contagieuses, les maladies virales, peu graves mais très contagieuses, se transmettaient notamment plus par les hommes parce qu'ils se lavaient moins les mains. Moins souvent les mains. C'était au tout début de la Covid. Évidemment, il y a d'autres prismes qu'il faut prendre en ligne de compte, le territoire de vie, l'origine sociale, le niveau d'éducation. Bien entendu, il faut prendre ça en ligne de compte, mais le genre est majeur pour comprendre que si on veut lutter efficacement contre certains problèmes, il faut avoir ça en tête. Et ça, c'est le travail féministe qui permet de le mettre au jour, et on voit bien que ça peut bénéficier à tout le monde. C'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour tout le monde. Je vous ai pas répondu, mais je suis partie dans autre chose. Mais non, je reviens à l'Amérique latine, où, paraît-il, le Mexique a consacré 40 milliards de dollars à la santé et sécurité des femmes et des filles. Et est-ce que c'est seulement un effet de l'annonce ou est-ce que c'est la réalité? Qu'en est-il? Alors, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais le Mexique est dans une volonté de combattre une image très négative qu'il a d'un record de féminicide et d'une sous-estimation de ces problèmes pendant longtemps et d'une non-prise au sérieux de ces problèmes pendant longtemps. Il est en train de mettre en place une politique étrangère qui se veut féministe, c'est-à-dire avec davantage de parité chez les ambassadrices, et puis davantage prise en compte des questions d'égalité femmes-hommes dans la diplomatie. Et puis il est en train de légaliser l'avortement aussi. Il est en train de légaliser l'avortement. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes du Texas qui vont avorter au Mexique. Qui vont chercher des pilules abortives au Mexique. Ce qui est quand même une autre immigration. Une immigration féminine qui est à l'envers. Progressiste que les Européens. Et en même temps, le Mexique a du mal à lutter contre les violences faites aux femmes parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dans la loi, les pratiques ne changeront pas du jour au lendemain. Mais nous aussi, on a ce problème. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu moins tragique, mais enfin, c'est pas sûr. On est des milliers de féminicides par an au Mexique. Enfin, c'est des chiffres absolument dramatiques. Comment changer les pratiques après qu'on a changé la loi ? Ça fait partie des gros défis qui sont devant nous. On considère que ce n'est pas encore des problèmes très sérieux, et puis c'est tellement présent dans les représentations collectives. En plus, on touche à l'intimité des gens. Quand on parle de féminisme ou de violence faite aux femmes, on entre presque dans la chambre à coucher des gens, on entre dans l'intimité des gens. Donc c'est encore plus difficile de combattre tous les préjugés, tous les stéréotypes qui nourrissent ce type de violence et de discrimination dont, encore une fois, comme je disais tout au début, certains considèrent que c'est pas très grave. Violence économique, c'est pas très grave. Mais quand on commence à tolérer des petites violences, on finit par tolérer des grandes violences. Et au Mexique, il n'y a pas de femmes au gouvernement aussi? Alors là, j'avoue que vous me posez une colle. Non, je n'ai pas trouvé dans votre livre, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est un gouvernement qui veut se montrer, qui veut montrer qu'il fait des efforts sur ces questions-là. Il faut changer les pratiques.
Encore un stéréotype, c'est celui de la répartition des métiers entre hommes et femmes dans le monde. On voit que des métiers sciences et techniques sont réservés aux hommes et les emplois de bureau et le care, donc la santé et le soin, aux femmes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de changement dans les stéréotypes ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais sur la tech, c'est intéressant parce que c'est pas vrai dans tous les pays. En Inde, il y a beaucoup de femmes dans la tech notamment, mais ça n'a pas toujours été le cas dans les pays occidentaux. Par exemple. Dans les années 70, il y avait beaucoup de femmes dans l'informatique parce que c'était associé à des métiers de secrétariat et d'assistanat. D'assistante. À partir du moment où c'est devenu des métiers de cadre, et donc avec davantage d'argent et de pouvoir, eh bien, on a perdu les femmes. Et on dit beaucoup parce que c'est un discours qu'on entend dans beaucoup de pays du monde, justement, c'est des métiers qui vont énormément recruter. On a déjà parlé tout à l'heure, mais je vais un petit mot là-dessus quand même. On entend beaucoup le discours n'écoutez pas les obstacles, osez, les femmes, n'ayez pas peur, sentez-vous légitime, etc. Oui, d'accord, mais à partir du moment où les environnements de travail ne sont pas bienveillants ou sont même ultra sexistes, comme le jeu vidéo où vous subissez du cyberharcèlement, bon, vous pouvez oser tout ce que vous voulez, vous n'avez pas forcément envie d'aller dans un milieu qui va mal vous accueillir. Donc la responsabilité, c'est pas que sur les femmes, c'est aussi c'est sur tout le monde. Dans une littérature américaine qui, à propos du fait que dans la hiérarchie, alors il parle de l'enseignement supérieur, mais c'est vrai dans tous les milieux économiques, dans tous les milieux professionnels, pardon, le fait qu'on perde des femmes, plus on monte dans la hiérarchie, plus on perd des femmes. Il y a une expression aux États-Unis, on dit le leaky pipeline, le tuyau percé, c'est-à-dire plus on avance dans le tuyau, plus on perd. Voilà, c'est une expression très imagée, mais voilà. Et donc il y a un enjeu de compétences, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des compétences qui sont perdues, des savoir-faire qui sont perdus à cause du sexisme, à cause des préjugés, à cause des environnements de travail qui sont pas bienveillants. Mais c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour plein d'autres populations dont on se prive de compétences à cause des préjugés, à cause aussi de la persistance des entre-soi. Parce que quand on reste entre soi, on se remet moins en question, on peut se coopter, c'est confortable. Le monde politique est assez archétypal, je trouve. Et d'ailleurs, les violences sexistes et sexuelles sont aussi un moyen de décourager les femmes. C'est pas juste des choses qui restent comme ça et dont on ne sait pas trop comment lutter contre, c'est aussi délibéré pour rester entre soi. Bien sûr. Alors, il y a un terme qui vient des mouvements identitaires très en vogue actuellement, l'intersectionnalisme ou l'intersectionnalité. Et vous dites que c'est un outil pour surmonter les divisions entre les femmes. Vous pouvez nous expliquer ? L'intersectionnalité, c'est un concept issu des sciences sociales anglo-saxonnes qui dit qu'il faut croiser les approches pour mieux comprendre la réalité complexe. Je ne sais pas si la réalité aujourd'hui est plus complexe que du temps de la guerre froide, peut-être un peu plus, mais en tout cas il y a une moindre tolérance à ne pas comprendre cette complexité, je crois. Et donc, à partir du moment où on s'intéresse aux questions féministes, c'est-à-dire d'inégalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est ça le féminisme, c'est s'intéresser aux inégalités entre les femmes et les hommes, on ne peut pas bien comprendre ça si on n'a pas aussi une approche en fonction de l'origine sociale des individus, des milieux culturels, de l'origine territoriale, etc. Les femmes du monde rural, issues des classes populaires, ne vivent pas la même expérience que les femmes vivant dans les banlieues défavorisées ou dans les banlieues favorisées d'ailleurs, ou aux origines culturelles, en fonction de l'origine culturelle, forcément ça croise, toutes ces choses se croisent. On a beaucoup parlé de l'intersectionnalité, des origines d'un autre pays ou d'une autre religion que la religion dominante. Ça, c'est sûr que on parle beaucoup de ça, on parle moins
parce que je lisais un truc de l'INED ce matin là-dessus, ça m'y fait penser, des femmes vivant dans les milieux ruraux. Et donc j'ai lu un article de l'INED ce matin qui parlait des étudiantes des étudiantes du monde rural qui sont plus nombreuses que les garçons du monde rural à aller étudier dans des grandes villes, parce qu'elles ont mieux réussi à l'école. Donc elles sont plus nombreuses à être étudiantes, mais elles sont aussi plus nombreuses à revenir dans le territoire d'origine après leurs études, parce que, d'abord parce qu'elles ont fait des études qui sont moins valorisées dans le monde du travail, et parce que très souvent, pas toujours, mais très souvent, le milieu social d'origine les rappelle, pas les oblige à revenir, mais enfin, non. Il y a quand même cette idée qu'il faut s'occuper, il faut s'occuper des personnes personnes dépendantes, il faut veiller à garder le lien familial, la communauté locale, etc. Et donc c'est une charge mentale qui pèse beaucoup plus sur les filles que sur les garçons, qui par ailleurs, on l'avait montré dans le rapport sur les stéréotypes qu'on a fait avec ma collègue Vanessa Vicinaveille et d'autres à France Stratégie il y a bientôt 10 ans. Certes, les garçons réussissent moins bien à l'école, mais dans les milieux populaires, ils trouveront mieux à s'intégrer économiquement que les filles. Parce que les réseaux d'entraide, les réseaux professionnels sont plus importants que pour les filles qui vont parfois s'engager dans des études secondaires ou supérieures, amenant moins d'opportunités professionnelles. Donc pour répondre à votre question, l'intersectionnalité, c'est croiser les approches en termes de sexe, d'origine sociale, d'origine ethnique, dans le sens où on est vu comme appartenant à tel ou tel groupe ethnique réel ou supposé, c'est-à-dire croiser les enjeux de racisme, de féminisme et d'inégalité socio-économique, en croisant tout ça. Mais on pourrait parler aussi du handicap et de toutes les formes de discrimination. Finalement, les femmes en situation de handicap, les violences qu'elles subissent, c'est exponentiel par rapport aux femmes qui ne sont pas en situation de handicap. Et c'est vrai des hommes aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'intersectionnalité, c'est un outil de sciences sociales. Pour conclure, quel est l'événement politique porté par les femmes le plus important ces derniers temps? Moi, je dirais la défaite du parti PIS en Pologne, qui met bien dans l'embarras le président polonais, parce que le parti PIS a été battu, en particulier parce qu'il y a eu une énorme mobilisation des femmes et des jeunes. Et quand on regarde les raisons du vote, eh bien, c'est le mépris du pouvoir politique pour les manifestations en faveur du droit à l'avortement il y a quelques années. Ça a été extrêmement mobilisateur. C'est pas juste ça qui fait perdre le PIS, le PIS, mais c'est notamment ça. Et donc, ça veut dire que les mouvements, les mouvements de femmes, qui ne se voient pas nécessairement comme féministes d'ailleurs, parce que féministes, bon, le livre Géopolitique des féminismes, il fallait trouver un titre, mais bien sûr, mais beaucoup de mouvements de femmes et de femmes engagées dans le monde ne se considèrent pas comme féministes parce que c'est vu parfois comme un terme occidental, etc. Pour moi, cette expérience polonaise est très intéressante. Alors, j'en discutais avec des chercheurs polonais il y a une quinzaine de jours. Ils disaient le président va pas choisir Donald Tusk comme Premier ministre, il va attendre que le Parlement le fasse parce que c'est le PIS, il veut encore nommer un Premier ministre issu du PIS, etc. Et le PIS a été battu, en particulier parce qu'il y a eu ces immenses mobilisations de femmes et de jeunes sur ces questions de société, qui ne sont pas que des questions de société, parce que c'est aussi l'accès aux études supérieures, c'est aussi l'accès au travail, c'est aussi la liberté de circulation, c'est tout ça en fait, les droits reproductifs, c'est tout ça. Et puis c'est souvent la première pierre, la première étape vers une réduction des droits humains en général. Et après, pour parler dans le monde non occidental, je pense que la question iranienne, on en parle un peu moins dans les médias, mais quand même, un prix Nobel de la paix, et puis toute
toute cette leçon d'engagement pour la liberté en général et pour les droits, ça devrait nous inviter aussi à être parfois un peu plus audacieux sur certains sujets, pas se laisser faire par la restriction de liberté dont certains pourraient être tentés. Ouais. Admiration pour les femmes iraniennes qui payent avec leur vie. Ouais. Et au Brésil, Bolsonaro, il est aussi battu par les mobilisations féministes et pour le coup aussi LGBT. Ah. Une énorme mobilisation contre le président. Mais il y a l'Argentine. Et quels sont les 2 ou 3 noms de femmes féministes sur notre globe à retenir pour l'avenir? C'est une question qu'on me pose tout le temps, ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'en cite quelques-unes à la fin, c'est compliqué parce que j'en ai oublié énormément. Mais il y a l'américaine Tarana Burke qui a initié le mouvement MeToo. Et Tarana Burke, effectivement. Il y a Michelle Bachelet, la chilienne, Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits humains aux Nations Unies. Beaucoup de jeunes générations engagées, garçons ou filles d'ailleurs. C'est beaucoup d'anonymes, c'est pas des gens qu'on connaît forcément, mais qui sont énormément engagés et qui croisent les combats en faveur de la protection du climat, des droits humains. Et des droits des femmes, tous ces gens qui reprennent un peu le flambeau et qui sont hyper exigeants avec nous et qui sont hyper radicaux et c'est plutôt une bonne nouvelle, je crois. Oui, vous avez cité une néo-zélandaise et aussi une finlandaise, mais j'ai oublié le nom. Jacinda Ardern, ancienne Premier ministre néo-zélandaise. Et moi j'aime beaucoup aussi le travail que fait Michelle Obama. Ah oui. qui est très engagé sur ces questions-là et qui, avec Barack Obama, forme des générations de young leaders pour notamment encourager, et peut-être je peux terminer là-dessus, encourager à s'inscrire sur la liste électorale, à aller voter, parce qu'un des grands défis qu'il y a dans toute la défense des droits des femmes et des droits humains en général finalement, c'est de pouvoir passer d'un engagement dans la société civile, d'un militantisme qui est extrêmement florissant, qui est extrêmement festif aussi, qui est extrêmement créatif, au vote. Et là on a un problème qui est que l'offre politique l'offre des partis politiques quand même gauche comme à droite, globalement décevante sur beaucoup de sujets. Sinon, si elle n'était pas décevante, il n'y aurait pas une telle abstention. Il y a une très forte abstention dans les jeunes générations qui ne considèrent pas que le vote est un devoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés, mais qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique. Donc un des grands défis pour tous les pays du monde finalement qui ont cette société civile et ces revendications pour les droits extrêmement vivaces, c'est de traduire ça en offre politique. Et je crois que la France là-dessus a des leçons à donner à personne. Et je peux le dire, de toute façon ils savent ce que j'en pense, donc Bon, mais les questions sont à vous, hein. Le public, si vous en avez. Bien sûr. Ah, là. Non. Enfin, le grand mystère, c'est pourquoi... Enfin, un mystère, je ne sais pas si c'est un mystère, mais pourquoi rien ne change, même quand les choses sont parfaitement reconnues, enfin, et ne sont pas du tout tabous, en fait, sur les questions d'inégalité et tout ça. Enfin, je peux vous citer l'exemple d'une réunion où, je ne sais pas où j'étais, au ministère de la Culture, je ne sais plus comment j'étais là, mais enfin, en tout cas, c'était au ministère de la Culture, et il y avait eu un rapport qui avait été fait dans le cadre du ministère qui attestait, enfin qui démontrait les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Ça avait été parfaitement reconnu, tout le monde le disait. Et 10 ans après, rien n'avait changé. Rien ne change en fait. Alors qu'on reconnaît parfaitement le problème, et puis là, dans le cadre du ministère de la Culture, on va dire c'est l'élite, alors bon, enfin ça ne veut pas dire que c'est mieux dans l'élite, de toute façon, mais enfin c'est quand même un milieu intellectuel, on va dire, et puis il n'y a pas de rapport avec le capitalisme, enfin ou avec de la technicité, enfin évidemment il y a des ordinateurs sans doute dans le ministère de la Culture, mais enfin je ne pense pas qu'il y ait
qu'il y a un rapport, que ça renvoie, disons, à des discriminations du genre, je sais pas, qu'il n'y a pas de femmes techniciennes ou ce genre de truc. Mais voilà, donc c'est quand même incroyable, quoi. Au ministère de la Culture, rien n'a changé, alors que le problème avait été parfaitement reconnu, tout le monde le disait. C'est-à-dire dans l'accès aux responsabilités, l'accès aux postes de pouvoir, même simplement les inégalités de salaire, c'était. À poste équivalent chez les fonctionnaires, c'est la même chose. Après, à mon avis, c'est plus dans la question d'accès à des postes à responsabilité et les catégories A, les catégories B, les catégories C, comment c'est réparti. En fait, on a la même chose dans le monde universitaire, on a la même chose dans tous les domaines de la fonction publique, c'est-à-dire les moments de bascule dans la carrière arrivent à des périodes de la vie qui sont très souvent charnières pour les hommes et pour les femmes, c'est-à-dire l'arrivée du premier enfant. Les travaux de Catherine Marie, par exemple, la sociologue Catherine Marie ont montré, et Brigitte Grésy aussi le dit très bien, l'arrivée du premier enfant est un énorme problème pour la carrière des femmes. C'est un frein pour la carrière des femmes. Plus faible mobilité géographique. Donc quand il faut prendre dans la fonction publique, parfois il faut aller faire un stage dans une autre région ou avoir un poste temporairement dans une autre région. Les femmes sont moins mobiles, notamment à cause de l'inégal partage des tâches domestiques et parentales. Ça c'est vrai dans tous les milieux sociaux. On l'a vu au moment de la Covid et on en parlait pas plus tard que cette semaine avec des collègues donc, qui ont des professions de cadre dans le secteur public. Au moment de la Covid, quand il y avait un bureau dans les habitations pour le télétravail, c'est le conjoint qui a pris le bureau et les femmes étaient soit dans la cuisine pour les visios, etc., soit dans le salon, disons dans les pièces communes, alors que la pièce de travail était plutôt occupée par le conjoint masculin quand les deux étaient en télétravail, etc. L'inégal partage des tâches parentales et domestiques, s'il avait pu être en partie résorbé dans les couples, y compris dans les jeunes couples avant la Covid, c'est complètement revenu, les inégalités, au moment de la Covid. Faire les devoirs, faire la classe, s'occuper des plus vulnérables, etc. Donc, là, je parle de la Covid qui est une période très particulière, mais dans les moments de la carrière des fonctionnaires, c'est des moments charnières de promotion, de passage d'un grade à l'autre, d'un poste à l'autre. Quand ça interfère avec l'évolution de la vie familiale et parentale, les femmes en pâtissent. Je pense que, c'est peut-être pas la seule chose. Et ensuite, une grande partie du travail qui a été fait pour avoir davantage de parité à des postes à responsabilité, donc des efforts quand même qui sont faits aujourd'hui pour nommer plus de femmes directrices de recherche au CNRS, aux professeurs des universités, les jurys sont paritaires, etc. Donc ça aide. Ça ne ruisselle pas pour les professions moins qualifiées. Ça, c'est plus de femmes au CAC 40, etc. Dans les conseils d'administration, ça ne ruisselle pas. Il n'y a pas de ruissellement dans les cadres intermédiaires, par exemple. Une des grandes priorités qui devrait être celle des entreprises et des administrations, c'est de s'intéresser à la féminisation des cadres intermédiaires. Et puis, bon, voilà, le congé de paternité qui n'est pas pris, il y a plein de choses comme ça dans la vie familiale et domestique des gens qui quelles que soient les classes sociales, est très inégalitaire. Au moment de la Covid, où il n'y a plus, par exemple, de personnes qui s'occupent de la maison, personnes de ménage, garde d'enfants, etc.,
travail qui était délégué dans les familles CSP+, c'est retombé sur la responsabilité des femmes dans les couples hétérosexuels. Donc en fait, c'est pas qu'une question de classe sociale. C'est-à-dire quand on est classe sociale aisée, quand on a de l'argent, on peut déléguer ce travail-là. Quand on a plus ce travail-là, c'est les femmes qui le reprennent en charge. Donc je ne sais pas si je vous réponds, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a des moments clés de promotion dans la carrière des fonctionnaires où ça arrive, où premier enfant, deuxième enfant, etc. Et à partir du moment où vous êtes aussi dans des couples où quand même globalement le conjoint gagne plus que la conjointe, elle va moins s'investir dans la vie professionnelle s'il y a une mobilité à faire, s'il y a un stage à faire, s'il y a ceci ou cela, parce que c'est moins intéressant au quotidien. Ouais. Alors donc ça ne changera jamais alors. Ou alors il ne faut plus faire d'enfants. Si vous interrogez certaines les jeunes générations aujourd'hui, ça dépend des milieux sociaux. Si vous regardez les enquêtes d'opinion, effectivement, oui, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes femmes ne veulent pas avoir d'enfants ou veulent en avoir moins. Bon, il y a la question climatique, mais il y a aussi ça, effectivement. Et c'est des gens qui savent. Ils savent. Ils sont punis, en quelque sorte, pour avoir les enfants. Ouais, et puis c'est aussi, ça peut être une liberté aussi de pas en avoir. Hein. Enfin bon, voilà. Après c'est pas. Non, c'est pas de plus avoir d'enfants, c'est de faire en sorte que les hommes qui veulent prendre leur congé de paternité ne soient pas l'objet de moqueries dans leur monde professionnel, que les entreprises et les administrations peut-être revoient le partage entre le temps personnel et le temps professionnel, que la maladie française du présentéisme est une aberration totale. Il y a plein de choses comme ça, et puis je pense que c'est aux hommes aussi à prendre leur part. Il faut le dire quand même à un moment, hein. C'est aussi aux hommes à devenir féministes et à se rendre compte que oui, peut-être il y a un coût à court terme, mais il y a aussi beaucoup d'avantages à long terme parce que les hommes aussi sont victimes des stéréotypes de genre. Allez-y. Oui, vous connaissez bien la société américaine et j'en suis ravie, le pays des paradoxes. Parmi les choses, je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre livre, mais nous connaissons un phénomène assez particulier aux États-Unis, à savoir le mariage des mineurs. 200 000 enfants sont mariés dans les 15 dernières années aux États-Unis à des adultes. Ça peut être dans le sens adulte, femme avec un enfant de 11 ans, ou ça peut être effectivement... la plupart des enfants mariés sont des filles, 87%. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce phénomène et quelle est la position du féminisme aux États-Unis par rapport à... C'est dans des milieux ultra-religieux. C'est dans des milieux ultra-religieux que ça se passe. C'est pas les États-Unis en général. C'est dans des ça représente 200 000 oui. à 210 000. C'est 370 millions d'habitants, donc c'est proportionnellement, oui, c'est dans des milieux, ouais, tout à fait. Ouais. Donc on peut considérer que c'est un milieu impénétrable. La liberté. C'est le libéralisme. C'est le premier amendement de la Constitution, liberté de conscience, la liberté religieuse, c'est liberté individuelle. Ça veut pas dire que ce que c'est pas dénoncé et qu'il n'y ait pas des mouvements militants ou politiques pour le dire. D'ailleurs, c'est beaucoup plus connu qu'avant. Donc c'est bien la preuve que c'est mis au jour et que ça peut être vu de manière un peu plus négative qu'autrefois. Mais après, si les lois de certains États le permettent, et d'ailleurs c'est aussi valable en France, hein, le mariage des mineurs. Ça relève de la pédophilie. Quand on marie une jeune fille de 10 ans
Non, de 10 ans, non, de 10 ans. Aux États-Unis, dans non. la presse, je l'ai relevé dans la presse. 10 ans, 11 ans. Non, pas 10 ans aux États-Unis. Non. En Afghanistan, mais pas aux États-Unis. Majorité sexuelle, c'est quoi? C'est 15 ans, non? C'est ça? En France, oui, 10 ans, non. Ah, ben après, ça peut être dans des communautés dans des communautés ultra fermées sur elles-mêmes, fanatiques, etc., où il y a des mariages religieux qui ne sont pas reconnus par la loi, peut-être, mais là, la justice doit faire son œuvre. Justement, que dit la loi dans ces états-là où mais je ne sais pas de quels états vous parlez. Que dit la loi? Et comment la loi est contournée? Parce que, paraît-il, la loi n'est pas complète. Je ne la connais pas. Ça dépend des États fédérés, madame. Il y a d'autres questions, madame. Ça dépend des États fédérés. Je ne connais pas les lois en matière de mariage et de affaires. Mais 10 Madame, là, ans. au fond. Il y avait pas monsieur là? Oui, C'était Monsieur, par là. rapport Oui, à- après, madame, mais on va toutes les prendre. Vous inquiétez pas. Dans la précédente, vous disiez que effectivement les femmes ne peuvent pas dans l'échelle sociale avoir des postes mieux rémunérés et plus élevés dans la hiérarchie. C'est pas forcément du fait que la répartition des tâches au sein du foyer s'équilibre, parce que malgré tout, quand même, de plus en plus, mais c'est pas encore généralisé, l'homme et la femme participent un peu plus ou moins équitablement. Pas encore tellement, non. suffisamment. Ça change pas tellement. Ça change pas. j'en On est à suis 1 minute convaincue. 30 de plus Ouais, en 10 ans. c'est pas suffisant. Mais il y a aussi le fait que les hommes veulent garder le pouvoir. À mon avis, c'est aussi ça qui font que les choses ne changent pas. Parce que bec et ongles, alors c'est plutôt pour les femmes, bec et ongles, mais là, souvent ils veulent garder le pouvoir et ils ne veulent pas le donner. Ils ne veulent pas que ça soit. Oui, il me semble avoir dit aussi ça. Mais oui, sans doute. Mais. C'était pour compléter, bien ce que sûr, j'ai dit bien tout, sûr, ce que bien j'ai sûr. dit tout à l'heure. Parce que c'était super intéressant ce que vous disiez, que ça profite à tous les êtres humains, le fait que les femmes se défendent et veuillent... Dans le monde, qui est le plus victime, qui est le plus victime des guerres, c'est les hommes qui meurent au combat. Oui, bien sûr. Qui est le plus victime des armes à feu aux États-Unis, c'est les hommes, par suicide. Bon, 95% des homicides par arme à feu sont commis par des hommes. Ça aussi, peut-être, il faut l'interroger. Mais ils se suicident. Oui, C'est les plus. C'est les plus. Il y a une espérance de vie qui baisse dans certaines communautés aux États-Unis chez les hommes à cause de la prise de drogue, de la dépression, du mal-être. Et ce mal-être est beaucoup moins toléré chez les hommes que chez les femmes, parce que les hommes doivent être forts, ils doivent pas se plaindre, ils ont un rapport à l'institution médicale et psychiatrique ou autre qui est différent, comme je l'ai dit pour le lavage des mains tout à l'heure. Ça aussi, c'est les stéréotypes. C'est à cause des stéréotypes. Donc ils sont aussi victimes des... Et avec l'éducation, le fait d'apprendre aux petits garçons qu'il faut avoir une certaine mélange de genre. On le fait, mais on le fait maintenant. À l'école, elle joue largement son rôle, mais on se rappelle aussi il y a d'énormes résistances à ça. L'éducation à l'égalité, il y a d'énormes résistances, encore moins qu'il y a 10 ans, mais il y a des résistances à ça. Vous voulez en faire des homosexuels, etc. Enfin, on l'entend encore. Hein. Et en même temps, l'école, franchement, l'école aujourd'hui en France, elle joue largement son rôle, mais il y a d'autres sphères, il y a d'autres sources d'influence. C'est pas un endroit sanctuarisé, coupé du reste de la société. Il y a la publicité, il y a les réseaux sociaux, il y a la famille, les activités extrascolaires, les groupes de pairs, les émissions les chaînes d'information en continu. Il y a d'autres sources d'influence qui font que l'école, à elle seule, ne peut pas tout. L'école, elle joue son rôle, elle ne peut pas tout faire. Mais bien sûr, je suis d'accord. Il y a un monsieur. Déjà, merci pour tout ce que vous avez expliqué. Et puis des choses que je n'avais pas vues là, sur les migrants, tout ça. C'est un truc où on n'a pas forcément conscience qu'on se fait une image par rapport. Et en fait, parce que moi je suis dans le monde de la tech, donc je vois bien
le problème, évidemment, est dans le médico-social, et du coup, on peut avoir des échanges où on se rend bien compte de la différence. Et si je reprends sur le prix dans notre pays, parce qu'on est quand même dans un pays qui essaye sans doute de progresser là-dessus, mais on est aussi dans un pays où le titre de votre livre, pour avoir vécu la séquence à la télé en direct, c'était hyper choquant de la part d'un ministre quand même, qui est toujours en poste, qui a quand même des affaires de mœurs, il y a des présentateurs, il y a un sénateur, je crois, qui a essayé d'abuser sexuellement une députée il y a pas très longtemps, enfin c'est la semaine dernière. Et en fait, parce qu'on a aussi des jeunes, là, des jeunes adultes, et la question, à chaque fois que je me pose, et c'est une question certainement trop ouverte pour avoir une réponse simple, mais en France, est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on régresse en fait? Est-ce que on voit que maintenant avec les mouvements MeToo, on arrive à savoir les choses, mais je me pose la question quand je vois ce qu'on voit à la télé en access prime time avec la télé-réalité, des choses qui sont pas très valorisantes quand même pour la femme. Je me demande si vraiment, puisque vous avez défini le féminisme comme étant la lutte contre les inégalités hommes-femmes, et je trouve que c'est bien d'avoir cette définition, parce que ça évite le féminisme un peu féministe. Ça va dans le bon sens? Enfin, est-ce que l'éducation prend bien son rôle on progresse, mais effectivement, le modèle économique du buzz, du clash, de la polémique, qui est une machine à cash, qui est le modèle économique des réseaux sociaux et de certains médias, je dirais pas fout tout en l'air entre guillemets, mais exige de ramer beaucoup derrière pour attraper les choses. On progresse dans la loi, on progresse dans la mise au jour des problèmes qui autrefois étaient considérés comme crime passionnel, féminicide, c'est quand même... Bon, après, il faut que les pratiques changent, il faut que les moyens soient mis sur la table au-delà des discours et du branding, y compris du branding, du marketing politique. Mais effectivement, il y a des forces contraires qui sont extrêmement puissantes et qui, soit parce qu'on n'a pas le capital culturel pour les décrypter, soit parce que on est encore jeune et qu'on est en construction, on peut être très influencé, très influençable par un certain nombre de choses. Et c'est très préoccupant, effectivement. Ouais, beaucoup de violences masculinistes sur TikTok, c'est très préoccupant, absolument. Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'on est dans un paradoxe. En fait. Il y a une prise de conscience, mais en même temps, ça régresse sur d'autres... Les médias, les réseaux sociaux. Pas tous les médias, mais certains médias, ceux auxquels on pense spontanément. Voilà. Ouais. Pas les médias qu'on va chercher, mais ceux qu'on nous présente, c'est quand même... Ça semble pas aller vraiment... Les algorithmes, vous connaissez ça, c'est votre quotidien. Eh bien, le rôle des instances de socialisation, et notamment de la jeunesse, est majeur. C'est-à-dire, il y a l'école, mais il y a aussi la famille, il y a aussi ce qu'on fait dans les activités extrascolaires. C'est pour ça qu'il faut une formation, sans doute qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la formation de tous les formateurs, pour les éducateurs sportifs, dans le monde culturel, dans toutes les sphères de socialisation de la jeunesse. Il faut sans doute une formation des formateurs, des formatrices à ces questions-là, qui pour l'instant passent largement sous les radars, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut entre guillemets mettre le paquet pour forger un contre-discours qui pourra donner les clés pour comprendre, parce que les jeunes continueront d'aller sur TikTok, et de leur donner les clés pour comprendre que ce n'est pas toujours pour leur bien. Mais ça, c'est compliqué, parce que vous pouvez avoir un discours scolaire ou familial émancipateur et qui promeut les valeurs de respect de l'autre, etc. Si votre enfant se fait complètement renverser, laver le cerveau parce qu'il voit sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est une préoccupation, c'est un sujet majeur, de protection sans compter la pédocriminalité. On n'en a pas beaucoup, on a un petit peu parlé, mais c'est aussi des lieux de prédation pour les jeunes qui
qui sont difficiles à combattre. Madame Madame Oui, j'attendais que vous terminiez. Je me permets juste de... Je suis cadre dans le secteur sportif, donc voilà. Juste, je rebondis sur le fait que le sport féminin soit moins mis en avant que le sport masculin, dans le sens où les spectateurs sont encore beaucoup plus des hommes dans le sport que les femmes. Il y a aussi ça qui joue, je pense. Sinon, ma question est... Ça dépend. Comment encore peut-on définir le patriarcat? Est-ce que nous sommes encore dans une société patriarcale? Et n'est-ce pas là le problème, en fait, tout simplement, pour que le féminisme ne puisse pas être plus reconnu, avec bien sûr une remontée du masculinisme, entre autres. Oui, bien sûr, on est dans une société patriarcale, bien entendu. Mais comment on la définit encore la société patriarcale dans la France d'aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus forcément une redistribution des biens, du nom, du père par rapport aux enfants. Vous voyez, c'est pas forcément comme ça que ça se joue encore aujourd'hui, par rapport à ce que c'était avant. C'est vrai, mais on parlait tout à l'heure de l'inégale répartition des charges domestiques et parentales. On a 1h30 d'écart par jour. Donc c'est ça, en fait. Entre les femmes et les hommes. C'est un chiffre qui a bougé d'1 minute, 2 minutes en 10 ans. Les femmes font globalement plus que les hommes par jour, 1h30 de ménage et de garde d'enfants. Okay. Et dans les sociétés matriarcales, les sociétés matriarcales, je ne sais pas trop à quoi ça renvoie. Dans les sociétés matriarcales, on n'est pas dans une domination des femmes sur les hommes. Si vous entendez ça en termes anthropologiques, c'est les femmes occupent des positions de pouvoir, mais pas ou ont occupé des positions de pouvoir quand ça existait dans l'histoire, mais pas dans la domination de l'autre sexe. Question de filiation. Oui, absolument. C'est une question de filiation aussi. Quand vous regardez qui a le pouvoir en France aujourd'hui, enfin, regardez qui est au pouvoir au niveau politique, au niveau économique, local, national. Regardez qui est au pouvoir. C'est quand même très genré, et c'est aussi très grands entre-soi en termes de parcours. C'est une promotion de l'ENA. Ah oui, l'ENA Sciences Po. Qui a les principaux leviers du pouvoir. C'est très masculin, mais c'est aussi une promotion de l'ENA. Donc c'est quand même des entre-soi, des cooptations, c'est pas forcément conscient d'ailleurs. Tiens, on se connaît, on était à l'ENA ensemble, on a fait notre parcours d'études ensemble, c'est la facilité. Mais comme on fait tous en fait, comme on fait toutes et toutes, quand on a besoin de quelqu'un on a un poste autour de soi qui se libère, on pense à quelqu'un qu'on connaît, on s'aide chacune dans notre communauté professionnelle, scolaire, etc. Mais vous regardez qui détient les leviers du pouvoir et quelles sont les priorités politiques et comment les politiques publiques sont menées. Je parlais tout à l'heure de on veut réindustrialiser la France, on veut une loi sur les industrialisations vertes, le maire sur l'industrialisation des industries vertes, je vais y arriver. On a des problèmes de recrutement dans un certain nombre de métiers, on n'a pas en tête la non-mixité femmes-hommes. Si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas correctement, je pense, faire en sorte que des métiers recrutent plus et que d'autres soient plus vertueux en termes de progression de carrière, etc. C'est pas le seul levier, évidemment, mais ce levier est complètement un angle mort des politiques publiques aujourd'hui. Elle est là aussi, la société patriarcale. La société patriarcale, c'est évidemment considérer que les inégalités femmes-hommes n'existent pas ou que c'est un petit sujet ou que on ne va pas remettre en cause les ordres établis parce que c'est quand même confortable pour certains dirigeants, mais ce n'est pas prendre au sérieux certains sujets. Pendant la pandémie, on disait les premières lignes, les deuxièmes lignes, etc. Les professeurs,
Ça, c'est une profession très féminine, hein, notamment l'école maternelle, l'école primaire, c'est une profession très féminisée. Tous les métiers du soin, sans lesquels la société ne tient pas. Oui, on a entendu parler justement. Et depuis, qu'est-ce qui va? Voilà, c'est-à-dire ne pas prendre au sérieux certaines choses qui sont de l'ordre des inégalités femmes-hommes et qui finalement sont aussi une manière de voir la société plus généralement. C'est assez old school aussi sur certaines manières de faire ou de voir sur, je sais pas moi, on pourrait en citer plein des sujets de politique publique, mais c'est ça aussi la société patriarcale, c'est la difficulté de se remettre en question, de se penser moderne alors qu'on l'est pas, je sais pas, plein de trucs comme ça que je pourrais citer comme exemple. Une dernière question. Oui. Merci beaucoup. Il y en aura une autre, donc c'est l'avant-dernière. Merci beaucoup pour ce que vous nous dites. Moi j'ai un peu de mal en fait à mesurer tous les enjeux et l'avenir du féminisme en France et à travers le monde, vu ce qui se dessine. Admettons que vous soyez élue présidente de la République. Quelle serait votre... On a déjà demandé ça. Ah oui. Qu'est-ce que vous feriez? Quelles seraient vos 2 premières mesures pour ne pas en mettre une seule? Je vais réfléchir pendant que madame pose sa question. Alors moi, pour le coup, on retourne sur les États-Unis. Et en fait, je voudrais avoir votre regard sur les futures élections et le retour de Trump, mais surtout la place de Kamala Harris. Et le fait qu'effectivement, on reparle que Biden devrait faire un 2e mandat, mais elle était quand même très présente depuis le début. On a indiqué qu'elle allait prendre peut-être le pouvoir au regard de plein de choses. Et là, on en est où maintenant? Si j'étais, ça n'arrivera pas parce que jamais je m'engagerai en politique dans ce sens-là, du moins. C'est un peu... La première chose à faire, c'est de décupler le budget du ministère des droits des femmes. Parce que c'est quelques dizaines de millions d'euros. D'ailleurs, c'est pas un ministère de plein exercice. C'est une régression quand même par rapport à avant. C'est un ministère délégué auprès de la Première ministre, qui est très consciente de ces questions-là. Il n'y a pas de problème. Mais c'est très très peu de moyens. Ce serait de donner aussi plus de moyens à la justice pour vraiment combattre les violences au sens criminel qui aujourd'hui ne sont pas combattues. Les policiers ne sont pas suffisamment formés, le monde judiciaire n'est pas suffisamment formé, n'a pas assez de moyens pour traiter les très nombreux cas, je l'ai dit tout à l'heure. C'est d'abord une question de moyens, de priorité de politique publique. Considérer que c'est des sujets importants, c'est des sujets sérieux. Et puis j'engagerai un immense chantier de revalorisation des professions et des salaires où les femmes sont ultra présentes, en particulier les enseignants, mais pas seulement, tous les métiers qu'on considère comme étant très nécessaires, mais finalement, c'est pas des métiers très techniques. C'est pas des métiers qui demandent des compétences techniques très particulières, alors que ce sont des métiers ultra féministes. Donc il y a une question de moyens. Et puis je créerai, je pense, une instance, alors à voir sous quelle forme, une instance interministérielle qui contraindrait que tous les ministères à passer leur projet de politique publique au prisme du genre. C'est-à-dire études d'impact. Alors c'est déjà le cas dans les lois, normalement il y a une étude d'impact, etc. Et tout devrait être pris au prisme du genre. Et alors, là il y aurait des résistances énormes. Ils l'ont fait à la Maison-Blanche. Et donc Kamala Harris, alors c'est un peu un mystère effectivement Kamala Harris, parce que à la fois
c'est quelqu'un qui est une très bonne élève, donc il y a un peu un stéréotype de genre avec Kamala Harris, c'est-à-dire qu'elle est très bonne élève, elle ne veut pas faire d'éclat, elle ne veut pas prendre la place de Biden. Et en même temps, quand il est arrivé, on s'en souvient, enfin moi je m'en souviens en tout cas, il a dit qu'il ferait qu'un mandat et qu'il était le président de la transition vers l'Amérique de Kamala Harris, ce sont ses mots. Je pense que la configuration qui est en train de se dessiner, que Biden va devoir affronter Donald Trump pour la deuxième fois, le met dans la position où il veut le rebattre à nouveau. Il veut le battre encore à nouveau. Ça ne sera pas facile, mais enfin bon. Et il considère qu'il n'a pas fini les chantiers qu'il a engagés. C'est aussi difficile de quitter le pouvoir, certainement pour quelqu'un comme Joe Biden, qui a été le plus jeune sénateur des États-Unis. Ça fait presque 60 ans qu'il est engagé en politique. Qu'il a été élu, pardon. Et Harris, on lui reproche de manquer d'audace. C'est vrai, on lui reproche de manquer d'audace, d'avoir voulu rester toujours à sa place. C'est un peu un mystère, il y a beaucoup d'articles là-dessus, des livres qui sortent sur elle, etc., pour essayer de comprendre ce que vous décrivez très justement. C'est à la fois sans doute un monde politique qui lui a pas laissé la place qu'elle méritait d'avoir, et en même temps elle fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Elle fait énormément de choses qu'elle ne sait pas. Elle a fait tout le service après-vente des réformes de l'après-Covid, de la réforme des infrastructures, de la réforme de la relance économique. Elle a fait la VRP dans tous les États américains pour aller faire de la communication sur cette réforme-là. Elle a mené de très dures négociations avec les pays d'Amérique centrale sur les questions d'immigration et de lutte contre l'immigration illégale. Le job que Biden lui-même avait fait quand il était au début vice-président d'Obama. C'est quelqu'un qui est énormément engagé sur les droits des femmes précisément et sur la défense de l'avortement, du droit à l'avortement dans les États fédérés qui l'ont mis en référendum. Et au moment des midterms, des élections de mi-mandat l'année dernière, elle a été énormément présente sur le terrain. Donc elle fait beaucoup de choses que nous on ne voit pas forcément aussi de ce côté-ci de l'Atlantique, dont les médias qui parlent beaucoup des États-Unis quand même ne parlent pas beaucoup. On parle assez peu des vice-présidents aux États-Unis. Elle fait beaucoup de choses et il va la garder sans doute comme sur son ticket parce que elle est capable d'aller chercher certains types d'électorats, etc. Donc c'est à la fois quelqu'un qui a le syndrome de la trop bonne élève, qui a sans doute pas vu donner la place qu'elle aurait méritée en termes de sur le devant de la scène politique, mais qui a fait beaucoup de choses. Et quand on regarde attentivement, on voit qu'elle est pas restée dans son coin. Simplement, c'est pas forcément visible à l'international. Et d'une partie des Américains, c'est pas forcément visible non plus. Bon, nous sommes arrivés. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Je suis vraiment d'accord, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis et de nouveaux problèmes qui arrivent. Par contre, pour quand même répondre à ce que vous disiez, les choses n'avancent pas, est-ce que ça progresse du point de vue vraiment d'être une femme, je suis pas sûre que beaucoup de femmes aimeraient retourner dans les années 50 quand même. Donc je pense que ça progresse, mais effectivement, il y a encore énormément de choses. Enfin, on ne peut pas dire que les choses n'avancent pas par rapport, je sais pas, à nos mères ou nos grands-mères. Mais c'est jamais, mais il y a des forces contraires. Oui, c'est vrai. Mais bon, il faut quand même le dire. Enfin, je pense quand même que la situation des femmes aujourd'hui, quand même globalement. En France. En tout cas, elle a beaucoup changé. En France et dans certains milieux certainement aussi. Plus que dans d'autres. C'est sûr, mais bon, on ne peut pas dire que les choses ne. Non, mais c'est comme toujours, les choses, c'est compliqué. Ça va passer vite. Bah oui, mais comme on dit, les choses ne peuvent pas changer. Il y a des résistances, Les choses ne peuvent pas changer, c'est pour ça qu'il faut encore continuer à agir. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous, merci beaucoup.